dans le sang, et elle va aller traverser les membranes, par ce qu'on appelle endocytose, peu importe le phénomène, et va aller jusqu'au cœur de la cellule. Alors si on fait juste ça, elle va n'importe où. Mais si on veut cibler certaines cellules, je pense à des tumeurs cancéreuses, eh bien on va mettre une petite sonde biologique qui va reconnaître la cellule, et donc on va pouvoir les guider, non pas n'importe où, mais spécifiquement là où il y a une tumeur. Donc vous voyez l'intérêt. Alors à partir de ce moment-là, ben voilà par exemple une publication de l'expansion d'il y a 5 ans qui montre qu'une petite start-up française s'est montée où on utilise ces nanoparticules pour traiter le cancer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je dirais qu'on peut faire deux choses. Soit vous mettez à l'intérieur quelque chose qui va luminescer, enfin qui va répondre à un signal optique en émettant de la lumière, et ça va vous permettre de détecter où sont les cellules cancéreuses. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'imagerie du petit animal. Vous voyez que les petites nanoparticules sont allées là, c'est-à-dire que cette pauvre souris, ça va être plutôt un rat, enfin, à la prostate, un cancer de la prostate, puisque c'est cité ici. Donc on peut faire de l'imagerie et détecter des cellules qui sont cancéreuses. Mais on peut aussi, une fois que la nanoparticule est arrivée sur la cellule cancéreuse, on peut l'irradier, soit avec un rayonnement optique, soit avec un champ magnétique. Ça va chauffer et ça va tuer la cellule cancéreuse. Et vous voyez qu'ici, une tumeur, peut-être je ne sais pas quel animal, enfin, comme on a enlevé tous les poils, je ne reconnais plus l'animal, sans doute pour faire les tableaux de tout à l'heure, là, on peut détruire la cellule cancéreuse. Alors là, j'ai parlé de nanoparticules, je dirais isolantes, des oxydes, typiquement, des choses comme ça. Si ce sont des semi-conducteurs, à ce moment-là, il y a des propriétés optiques assez extraordinaires, ce qu'on appelle des quantum dots, des puits quantiques. Vous voyez que simplement d'après la taille, le diamètre des particules, elles peuvent avoir des couleurs très différentes, et en particulier émettre des couleurs très différentes. On peut faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec un seul type de nanoparticules en variant simplement la taille, la dimension. J'ai pris l'exemple de la guitare pour faire comprendre, c'est-à-dire que la note que vous faites dépend de la longueur de la corde. Là, c'est pareil, ça dépend de la longueur, de la taille de l'objet. Alors, vous voyez, ici, des objets qui sont... Et pour revenir à la nanomédecine, vous pouvez de cette façon-là, dans une seule bille, vous pouvez mettre tout un tas de quantum dots qui vont aller chacun dans un coin et donc faire ce que j'appelle un marquage code barre, c'est-à-dire que vous allez en un seul coup colorer différents endroits de la cellule. Donc vous avez des possibilités assez extraordinaires dans le domaine de l'imagerie médicale. Nanoparticules, si elles sont métalliques, à ce moment-là, il y a des propriétés optiques particulières qui apparaissent, qui sont ce que les physiciens appellent l'effet Plasmon. Ben, c'est typiquement le rouge rubis des verres. Alors, nanotechnologie, c'est tout nouveau, tout beau, tout neuf. Ça a quelques siècles. Ça a été découvert par nos ancêtres de manière empirique il y a quelques siècles. C'est les verres au rubis. C'est typiquement le verre rouge des cathédrales. Hein, ça doit être la belle verrière à la cathédrale de Chartres. Le rouge intense qui est là, c'est des petites particules d'or qui sont dispersées dans le verre des vitrails. Et ça, bah, c'est des flacons de parfum où vous avez des petites particules, ça ne doit pas être de l'or, je pense quand même, dans ces flacons-là, ça doit être du cuivre, peu importe, où en faisant un dégradé de la taille, vous avez des effets optiques particuliers. Vous avez aussi le lustre des céramiques, c'est-à-dire les céramiques, en particulier des avicides. Vous voyez qu'il y a un effet un petit peu particulier, optique un peu particulier, qui est dû au fait qu'on a dans l'émail qui recouvre la céramique, on a distribué des petites particules métalliques d'or, de cuivre, de choses comme ça. Vous voyez là encore que ce n'est pas tout nouveau, c'est quelques siècles. Bien. Alors maintenant qu'on a les nanoparticules, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la muraille de Chine. C'est-à-dire qu'il faut les assembler. Vous devinez bien qu'on ne va pas prendre une nanoparticule et mettre l'autre à côté. Il faut s'arranger pour qu'elle s'assemble spontanément, ce que j'appellerais de l'auto-assemblage. Alors voilà, un exemple, j'aime bien prendre l'exemple dans la nature, c'est les coccolithes, les autres types de microalgues, pour vous montrer ce que c'est que l'auto-assemblage. Coccolithes, si vous êtes allé à Étretat, les falaises de calcaire, vous regardez un petit peu avec une loupe ou au moins un microscope, comment c'est fait, ben, vous voyez que c'est fait de tout un tas de petites choses qui sont des objets ayant des morphologies tout à fait particulières. Et c'est simplement les restes des coccolithes. Alors, coccolithe, c'est pareil que tout à l'heure, c'est un unicellulaire, une seule cellule. Hein, c'est pour montrer qu'une cellule toute seule n'a pas de cerveau, mais elle peut être plus intelligente que nous.
toute seule, qui a construit autour d'elle, pour se protéger, etc., une espèce de carcasse en carbonate de calcium, donc en céramique. Et vous voyez que cette carcasse est formée de petits éléments. C'est-à-dire que c'est typiquement ce que je viens de raconter. Vous avez un premier cristal de carbonate de calcium. Ces cristaux-là vont s'auto-assembler pour former une espèce de couronne, lesquelles couronnes vont s'auto-assembler autour pour former ce qu'on appelle la crocosphère. Donc ça illustre bien l'auto-assemblage. Vous partez d'un petit objet et puis vous allez progressivement faire des objets de plus en plus gros pour faire des matériaux nanostructurés. Ce que je n'avais pas dit tout à l'heure, que je me le rappelle maintenant, c'est que ces cristaux photoniques, que ce soit ici ou que ce soit tout à l'heure diatomés, ce n'est pas simplement pour la beauté de la chose. Ça fait que ce sont des organismes photosynthétiques. Les cristaux photoniques se comportent comme des lentilles, c'est-à-dire que ça va focaliser la lumière du soleil juste sur les chloroplastes, là où il faut faire la photosynthèse, pas n'importe où. Donc vous voyez qu'il y a des propriétés physiques très fines qui sont là derrière et que ces micro-organismes ont pu inventer avant nous. Alors vous voyez, on va faire des formes, c'est pour la beauté de la chose, pour montrer que la science, je ne sais pas si c'est artistique, mais c'est au moins joli. Différents types de coccolithes qui se sont fabriqués de cette façon-là. Alors la question qui se pose, c'est la suivante. Si on fait une cristallisation bête et méchante dans un bécher, comme font tous les chimistes, ben, a priori, la forme du cristal que l'on va obtenir dépend de la structure. Donc, on a des formes qui peuvent être jolies, mais qui sont très géométriques. Par contre, vous voyez que la nature sait faire des formes de même composition chimique, de même structure cristallographique, mais ayant des morphologies totalement différentes. Alors comment fait-on? Ben, on part de molécules et on fait des nanocristaux. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure en espace confiné, puis on le laisse grossir. Si on fait simplement cela, ben voilà, on obtient un cristal, par exemple, d'aragonite, avec des faces bien définies, etc. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est la chose suivante. C'est autour, ici, de mettre des surfactants, les petites molécules polaires de tout à l'heure. Les têtes polaires vont se fixer sur le nanocristal, les queues vers l'extérieur. Ça va bloquer la grossesse, le grossissement, pardon. Donc ça va regarder les nanocristaux, mais les queues hydrophobes vont être en interaction et vont permettre, un peu comme un ciment, d'associer d'une certaine façon les différentes entités. Et à ce moment-là, ce n'est plus la structure qui l'emporte, hein. C'est les associations, et vous avez, ça c'est encore de l'aragonite, mais vous voyez que c'est des espèces de fibres de cristaux qui se sont assemblées pour former ces systèmes-là. Donc on obtient des morphologies qui sont originales. Alors vous voyez, le surfactant a un double rôle, bloquer la croissance et faciliter l'auto-assemblage. Donc là, il y a un jeu assez fin de la nature, hein, bien sûr, de ces surfactants, sur lequel je n'interviens pas. Et vous obtenez des choses comme ceci, qu'on appelle des mésocristaux. Vous voyez, avec des formes tout à fait qui n'ont plus rien à voir avec les formes cristallographiques, qui commencent à ressembler à des formes que j'appellerais vivantes, hein, de végétaux, des choses comme ça. Alors ça, c'est quelque chose que vous trouvez maintenant beaucoup, hein, microscopie à balayage. Vous voyez que les chimistes et les physiciens s'amusent à faire des choses qui ont des formes de fleurs, etc. Très jolies. Donc ça, c'est un aspect artistique. Voilà, par exemple, sur les oxydes de vanadium ici ou d'oxyde de zinc. Alors là, quand même, je voudrais montrer que ça n'est pas simplement intéressant sur le plan artistique, mais aussi sur le plan scientifique. Ben pourquoi? Parce que vous voyez qu'un objet tel que ceux que je viens de montrer là, c'est fait de tout un tas de petits éléments, c'est-à-dire qu'il y a une interface extrêmement grande avec le milieu extérieur. Et ça va intéresser les gens des matériaux. C'est les matériaux qui vont pouvoir communiquer, échanger avec le milieu extérieur très facilement. Alors je voudrais prendre deux exemples sur lesquels je vais terminer mon exposé. Le premier, c'est la possibilité de faire des des micro-batteries, et faire ces batteries avec des virus. Virus, en général, on n'aime pas trop, mais là, on va dire au virus, maintenant, tu vas bosser pour nous. Tu vas faire ce que nous, on veut. Alors c'est un travail en particulier d'Angela Belcher aux États-Unis, que je trouve très, très joli. Alors, une batterie au lithium, vous savez à peu près ce que c'est, hein, c'est toutes les nanobatteries, là, vous voyez, ces petits boutons que vous connaissez, qui sont dans tous les instruments qui sont ici. C'est deux électrodes avec des ions lithium qui se promènent de l'une à l'autre. D'accord? Et c'est ça qui fait la charge ou la décharge. Hein. Dans un sens, ça donne de l'électricité, dans l'autre sens, il faut le fournir pour que ça revienne en arrière. Donc, vous voyez, des ions lithium qui vont se promener entre ici, par exemple, du carbone et ici, un oxyde. Le problème, vous le devinez, c'est que les ions lithium sont petits, mais pour